Bonsoir à tous et bienvenue dans Point de vue, bienvenue sur lefigaro.fr et bien sûr sur Figaro Live. Vous donnez vos avis, vos commentaires, vos opinions, on est là pour ça, on est là pour les confronter avec ceux de Perico Légas. Bonjour, bonsoir. Bienvenue, on est ravis de vous avoir autour de la table. On le rappelle, vous êtes critique gastronomique à Marianne et auteur d'À table citoyen pour échapper à la malbouffe et sauver nos paysans. Face à vous, Karl Meus, rédacteur en chef politique au Figaro Magazine. Le Figaro Magazine qui titre cette semaine, ce week-end, sur Vladimir Poutine, comment il gouverne. Et à l'intérieur, vous trouvez une visite prévue avec comme guide Jean-Christophe Bisson au Kremlin, dans ses murs, sous ses ors, dans les dédales, les labyrinthes et les chausse-trapes. Les chausse-trapes de la droite, c'est la spécialité de Guillaume Bernard, professeur de sciences politiques et spécialiste du mouvement d'Extrogir. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous avez la réponse dans ce livre. Il faut l'avoir lu. C'est le meilleur livre de sciences politiques de ces derniers mois. Et on passera également en revue l'actualité avec la grande spécialiste des réseaux, Véronique Reissoult. Aucun tweet, aucun post ne lui échappe. C'est pas Big Brother, c'est pas Big Sister, c'est mieux qu'une consoeur. C'est notre amie, notre grande amie sur Figaro Live et on est ravis de commenter avec elle. Notamment la prestation de Jean-Michel Blanquer. Hier, 71% des téléspectateurs ont été convaincus. Est-ce que vous en faites partie ? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui sur le Figaro Live et sur Twitter. Et vous nous donnez vos avis, vos commentaires. Et vous répondez à cette autre question. Est-ce que vous êtes favorable à la fin du statut des cheminots ? C'est la question qu'on pose après, sur lefigaro.fr d'ailleurs, après le rapport de Jean-Cyril Spinetta, ses 127 pages et ses 43 propositions. En embuscade, on le verra, il y a les syndicats qui sont vent debout contre les conclusions de ce rapport. Autre question, Donald Trump a-t-il perdu la tête ? Oui, je sais, ça fait un peu marronnier, mais 2 jours après un nouveau carnage dans un lycée de Floride, le président américain préconise de s'attaquer, je cite, aux difficiles problèmes des maladies mentales plutôt que de promulguer une législation sur les armes. Pensez-vous, comme Jack Lang, que c'est vraiment un président de merde ? Donnez votre avis et s'il vous plaît, pas de gros mots, pas d'insultes, parce que sinon, ils seront modérés. Faut-il enfin un ministère spécial pour sauver les cafés et la bonne bouffe ? Question soulevée par Loïc Latour, président de France Boisson. Et chaque année, 7000 cafés disparaissent, ils mettent la clé sous la porte. Pour les sauver, eh bien, il préconise d'inscrire le café français au patrimoine de l'UNESCO. On demandera notamment à Perico Légas si c'est une bonne idée. Point de vue, en tout cas, vous demande votre avis. Et il y a ce soir un avis qui va nous manquer. C'est celui d'un homme qui devait être là ce soir, qui devait être là tous les vendredis. C'était Paul-Henri Dulembert. C'est normal que vous ne le connaissiez pas parce que la discrétion était sa seconde nature. Et il se cachait, comme le raconte Alexis Brézé, sous le pseudonyme de Philippe Elus, où il tenait chaque été pendant 4 ans en haleine les lecteurs du Figaro dans un feuilleton de fiction politique. Il avait notamment imaginé la démission de François Hollande. Il n'était pas loin de la vérité. Il la contemple désormais. Karl, vous avez un peu connu Paul-Henri Dulembert, qui était donc le directeur délégué des rédactions du Figaro. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un des souvenirs les plus marquants ? Oui, je n'ai pas travaillé directement avec lui, parce qu'il était directeur des rédactions. Il s'occupait beaucoup du quotidien, et moi je suis au Figaro Magazine, mais je me souviens quand même d'un jour où il m'avait demandé de faire un papier pour le quotidien. Et on se retrouve beaucoup dans ce qu'a écrit Alexis Brézé dans le portrait qu'il a fait de lui aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est à la fois quelqu'un qui était un grand professionnel, mais quelqu'un qui avait aussi une grande humanité. Et quand il commandait un papier, il le faisait à la fois de manière professionnelle et en même temps de manière très humaine, même dans la relecture, n'hésitant pas à prodiguer des conseils ou à réorienter éventuellement un angle. Et c'est vrai que c'est une perte inestimable pour le Figaro. Et c'était même un modèle de management, parce qu'il savait être ferme et dans la bienveillance. Et même quand on l'a peu connu, c'est un grand manque. On vous en parle non pas pour faire de l'entre-nous, mais c'est pour justement vous inviter à lire d'abord le récit qu'en fait Alexis Brézé et le portrait qu'en fait Alexis Brézé, l'hommage qu'il lui rend dans le Figaro, parce que vous aurez la preuve que justement il y a des grands journalistes
Et il y a des journalistes qui, quand ils font leur travail, eh bien, justement, on peut aimer ce travail et même avoir envie de le faire. Et je pense que Paul-Henri était de ceux qui donnaient envie de faire ce travail et qui pouvaient trancher avec justement la défiance qu'on peut avoir vis-à-vis de la presse. À la fin de cette émission, d'ailleurs, on vous proposera justement de l'écouter et il nous raconte les premiers souvenirs de son premier reportage. C'était des propos qu'avait recueillis Sylvain Châtelain en 2015. Nous, on se pose une question maintenant. Faut-il aduler Jean-Michel Blanquer ? 71% des téléspectateurs ont été convaincus hier par la prestation du ministre de l'Éducation nationale sur le plateau de l'émission Politique. Est-ce que ça s'observe sur les réseaux, ma chère Véronique ? Oui, ça s'observe. Alors, rien que sur la soirée d'hier, pendant l'émission, il y a eu 40 700 messages, donc on peut dire que c'est beaucoup. Après, c'est toujours une question de valeur étalon. On va dire que la proportion par rapport à l'audience, c'était plutôt plus important que d'habitude. Et pour une raison simple, c'est que c'était pas tellement l'homme... 7-8 est plus que d'habitude. Plus que d'habitude, mais c'est pas tellement l'homme dont on parlait, c'est un sujet qui est le bac, qui sont les études. Et en fait, tous les Français sont concernés, chacun a son avis. Donc en fait, il y avait beaucoup de messages, tout simplement parce que les uns et les autres avaient envie de commenter la réforme, commenter ses interventions. Donc voilà. Donc oui, très commenté. Et de toutes les façons, c'est quelqu'un qui est pas mal commenté, pas tant l'homme. Donc de nouveau, le nom de M. Blanquer n'est pas très connu, on n'en parle pas forcément beaucoup. Par contre, l'homme lui-même, ses actions sont très commentées et de façon plutôt positive. Et c'est plutôt apprécié. Quand on regarde les mots les plus associés à la personne, c'est sérieux, expert, courageux, ferme et élitiste. Alors justement, ça correspond exactement au sondage qui avait été fait notamment avec Dentsu Consulting et Odoxa pour Le Figaro et France Info, où on voyait que 58%, alors là, ce qu'on voit, c'est que 69% des Français sont favorables à la réforme du bac, et c'est exactement les mêmes chiffres qui ont été d'ailleurs montrés hier à l'issue de l'émission, sur l'émission Politique. Et ensuite, on voit que les mots que vous avez utilisés donc, et qui sont utilisés sur les réseaux sont effectivement ceux qu'on retrouve sur le sondage qui avait été fait par Le Figaro, Odoxa et Dentsu Consulting, compétent, 58%, courageux, 57%, sympathique, et ce qui n'est pas une insulte sur le plateau du Figaro, conservateur. Ça, c'est une citation de Vincent Trémollet qui commentait ce sondage hier. Est-ce que vous faites partie de ces 71%, Perico Légas, qui adulent Jean-Michel Blanquer, ou en tous les cas qui en ont été convaincus? Alors, j'ai pas eu Sophie qui nous dit, Monsieur Blanquer, le seul ministre compétent dans ce gouvernement, je lui fais confiance. Dont acte. J'ai pas eu besoin de l'émission d'hier pour savoir que Jean-Michel Blanquer est le ministre le plus efficace et le plus nécessaire de ce gouvernement. Au moins, les gens qui ont voté Macron et qui ont des doutes se disent qu'au moins, ça valait le coup de voter Macron pour que Jean-Michel Blanquer soit ministre de l'Éducation. Et je pense qu'il est en état de prendre le taureau par les cornes, les cornes du mammouth, les défenses du mammouth sur lesquelles se sont cassés les dents et la carrière politique, tant d'hommes politiques. Voilà, il a posé les bons problèmes. Alors est-ce que moi je suis dans les 75%? J'ai la malchance d'être marié avec Natacha Polony, qui a beaucoup disserté. C'est pas évident. Qui a beaucoup disserté sur la question et qui que beaucoup vous envient ici, ça c'est vrai. Oui, hein. Oui. Ben, je ne vais pas dire je leur donne ma place, mais non, je suis modeste. Non. Elle est en convergence de vues. Elle pourra venir un jour d'ailleurs vous l'expliquer. Avec plaisir. Il y a des thèses qui sont reprises par Jean-Michel Blanquer, fondamentales sur l'éducation nationale, sur l'instruction publique. Alors, c'est un conservateur? Non, c'est un républicain. Il défend l'école de la République, elle est dans un état de délabrement avancé, et il est celui qui, aujourd'hui, tient les propos les plus courageux et les plus audacieux. Alors, on dit que c'est le ministre que Mme Brigitte Macron, elle a dit à son mari, tu fais ce que tu veux, mais si, sur l'éducation, il faut nommer quelqu'un, c'est l'homme de la situation, et il l'a prouvé. Et il est en train de le prouver, voilà. Guillaume Bernard, j'aime bien cette phrase de Perico, il n'est pas conservateur, il est républicain. Oui, je suis parfaitement d'accord. C'est-à-dire que... Une antinomie entre les deux ? Je crois que l'objectif n'est pas le même. Il me semble que Jean-Michel Blanquer a pour objectif, et il y met les moyens, et il y met de la conviction, il y met de l'efficacité, a pour but d'éviter que le système de l'éducation nationale n'implose.
Mais fondamentalement, j'avoue que je ne suis pas forcément aussi enthousiaste que d'autres lorsqu'on analyse les réformes qu'il met en place. Je crois qu'il y a une ambiguïté, je dirais, sur ce qu'il fait. On nous annonce par exemple le dédoublement des classes. Très bien, mais le dédoublement des classes, c'est uniquement pour un certain nombre de classes. C'est celles qui sont dans les zones d'éducation prioritaire. On nous dit il rétablit le latin et le grec. Non, il permet aux établissements qui veulent faire du latin et du grec de le faire. On nous dit il est pour la méthode syllabique parce que la méthode globale, évidemment, a fait des ravages de manière extrêmement négative. Bon, très bien, mais ce qu'il a déclaré, c'est qu'on conservait ce qui se faisait actuellement, c'est-à-dire du semi-global ou du semi-syllabique. Donc, si vous voulez, moi, donc, je suis pas là pour... Je suis pas là pour, si vous voulez, pour tout critiquer nécessairement, mais si vous voulez, je crois qu'il y a un enthousiasme pour sa personne, plus lié au fait qu'on a eu des exemples précédents qui sont apparus à l'opinion publique comme étant totalement catastrophiques, et en particulier la dernière qui était avant lui, qui fait qu'il apparaît comme étant extraordinaire. Il me semble quand même qu'on peut être dubitatif, je dirais, tout de même sur la politique qu'il mène. À mon avis, c'est beaucoup plus le fait de maintenir un système, beaucoup plus que de le réformer en profondeur. Et je crois sur le bac, quand même, c'est une réforme en profondeur. Ah oui. C'est des économies. Ce sont essentiellement des économies qui vont être faites parce que ça coûte très cher d'organiser le bac. Parce qu'hier, on a fait une émission ici et tous les interlocuteurs qui étaient des spécialistes nous ont dit que ce n'était pas ce qui rentrait en ligne de compte, que c'était l'excellence qui était quand même recherchée. C'est l'excellence qui est recherchée quand vous allez avoir un risque de disproportion absolue entre les notes venant d'une académie et les notes venant d'une autre académie. Le bac Saint-Denis contre le bac Henri IV. Moi qui reçois les étudiants dans mon université, où nous pouvons faire de la sélection parce qu'on est dans une université privée, quand je reçois des étudiants, évidemment, le lycée d'où ils viennent et l'académie d'où ils viennent, malheureusement, doit être pris en considération pour voir la réalité du niveau. Karl, on peut l'apprécier sans pour autant l'aduler. Il est crédible, visionnaire et charismatique. C'est ce que nous dit Terex sur Twitter. C'est votre avis ? C'est surtout un OPNI, un objet politique non identifié. Oui, c'est ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est que hier, pendant toute l'émission, la plupart des journalistes politiques ont essayé de l'embarquer sur de la politique. Et c'est pour ça que ça a marché, j'imagine aussi, c'est que lui est resté sur ses rails. Il est resté sur ses rails de ministre de l'Éducation nationale, qui n'a pas d'a priori politique, ou en tout cas qui, aux yeux des téléspectateurs, ne les montre pas et ne les affiche pas, et qui, en plus, assure que son ambition... une petite pointe d'arrogance, quand même, à un moment, contre Alexis Corbière. C'est pas de l'arrogance, c'est plus, d'ailleurs, il s'en est excusé tout de suite après. C'est-à-dire qu'il y a eu un agacement, justement, parce qu'Alexis Corbière essayait d'en faire un débat politique, voire politicien, et que tout dans le parcours de Jean-Michel Blanquer montre qu'il n'est pas dans cette ligne-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas le regarder avec les lunettes du vieux monde, avec les vieux réflexes. Comme dit Nicole, le dernier ministre de l'Éducation était tellement mauvais que Blanquer nous paraît super. Oui, c'est la fameuse phrase de Nicolas Sarkozy aussi sur Emmanuel Macron. C'est-à-dire que quand on le compare avec ce qui a précédé, François Hollande, forcément, il paraît brillant. Sarkozy ne s'incluait pas dedans. À vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Et son prédécesseur, c'est Hollande. Non, mais c'est intéressant parce que vous savez, dans l'ancien monde, on regardait un ministre, par exemple de l'Éducation ou un autre, et une fois qu'il réussissait bien, on se disait, bon, alors du coup, il va peut-être pouvoir prendre Bercy, ou alors ça peut être un formidable Premier ministre. Souvenez-vous de Xavier Darcos. Et là, il a voulu faire démentir les couvertures du Point, sans doute qu'on va voir. Mais c'est là où le Point se trompe et a le réflexe de l'ancien monde, c'est-à-dire qu'il met le vice-président, comme on avait mis à une époque pour Claude Guéant ou pour un ministre. Prenez l'exemple de Xavier Darcos. Il était ministre de l'Éducation nationale. Ça marchait bien, Nicolas Sarkozy était content de lui. Il y a un moment dans son entourage, on commençait à se dire, écoute, il peut faire Matignon. Sauf qu'après, il s'est cassé figure. Jean-Michel Blanquer, il n'est pas du tout dans cette logique-là. Il a été mis, il vient de la société civile. On suppose que non, mais si la nation, dans une clameur, une ferveur, disait Blanquer président, alors justement, j'ai quand même alimenté l'appel. Ce que je veux juste dire, c'est qu'hier, pour la première fois, nous avions jusqu'à présent affaire à un expert, à un technicien, à un universitaire. Nous avons eu la dimension, justement parce qu'il esquivait les pièges, on a eu la dimension d'un vrai homme politique, et je pense que le blanquerisme commence aujourd'hui. Mais pas politicien. Je suis d'accord avec la réforme du bac de Blanquer, nous dit le droitiste
Fidèle internaute de Point de Vue, avec d'autres objectifs à venir comme le retour de la blouse ou de la réforme de l'université. Eh bien, le droitiste, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Michel Blanquer après cet échange qu'il a eu avec notamment une militante du MRC, du Mouvement républicain et citoyen de Jean-Pierre Chevènement, au sujet de la laïcité et des écoles hors contrat? Est-ce que vous allez renforcer le contrôle des écoles confessionnelles hors contrat? Comment se fait-il que dans ce pays, il soit plus facile d'ouvrir une école que d'ouvrir un kebab ou une laverie automatique? Il se trouve qu'il y a une proposition de loi qui est en cours actuellement. Celle de Najat Vallaud-Belkacem a été retoquée à l'initiative de parlementaires de droite par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté d'entreprendre et de la liberté d'enseignement. La proposition de loi actuelle, je pense, ne tombe pas sous les mêmes types de reproches juridiques. Lorsque cette initiative aura réussi, ce que j'espère, eh bien, nous aurons ainsi un outil juridique pour aller dans le bon sens. Bonsoir Anne Coffinier. Bonsoir. Vous étiez en début de semaine en ligne pour parler des écoles hors contrat. Vous êtes la directrice générale de la Fondation pour l'école qui aide à la création des écoles hors contrat. Vous dénonciez les menaces que faisaient peser les législateurs selon vous sur vos écoles. Je renvoie donc à votre tribune et au débat qui s'en est suivi sur le plateau de Point de Vue avec Guillaume Roquette. On ne va pas y revenir. Simplement, quand vous avez vu, j'imagine, cet échange, comment vous avez réagi hier ? Bon, cette dame dit qu'il est plus facile d'ouvrir une école que d'ouvrir un kebab. Bon, outre que la formule est pas très respectueuse ni délicate, c'est complètement erroné, c'est absurde et c'est facile à démontrer. Donc nous avons publié un communiqué rappelant toutes les conditions pour créer une école qui sont précisées par une circulaire qui fait des dizaines de pages qui explique exactement comment ça se passe. Et bien sûr que le droit est bien établi et bien encadré sur toutes ces choses-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a possibilité de simplifier les choses, de moderniser tel ou tel aspect. Comme toujours, tout texte juridique peut se toiletter, c'est évident. Et c'est quelque chose contre lequel nous ne sommes pas hostiles en tant que tel. Ce qui nous gêne dans la réalité de tout ça, c'est que manifestement, d'abord, c'est bien le ministère qui veut cette réforme. Et c'est pas une divine surprise pour lui, c'est juste qu'il a souhaité et qu'il a fait en sorte qu'il y ait lieu. Donc autant dire les choses directement. Et ce qui nous gêne surtout, c'est que finalement, ce dont on veut se prémunir et ce dont il faut se prémunir, c'est des écoles qui peuvent être instrumentalisées à des fins d'embrigadement islamiste. Il faut parler clair, c'est bien ça dont il s'agit. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque justement, Anne Coffinier, par rapport à ça ? Oui, justement, on sait très bien qu'il y a des risques potentiels d'embrigadement de la jeunesse dans bien des secteurs, mais si on regarde les faits, aujourd'hui, j'y peux rien, c'est ainsi, la totalité des terroristes islamistes impliqués dans les attentats sont issus de l'école publique, c'est pas moi qui ai fait les faits, c'est ainsi. Et puis la quasi-totalité des élèves sont scolarisés dans des écoles tenues par l'éducation nationale. Donc s'il y a une priorité d'action, c'est clair qu'elle porte là-dessus. Et il y a plein de rapports des services qui expliquent à quel point un certain nombre de choses se sont répandues, à commencer par l'antisémitisme, et c'est vraiment catastrophique, dans les écoles de la République, de certains quartiers et de certaines banlieues. Donc pour moi, l'urgence de l'action en termes de lutte contre les dérives terroristes, c'est vraiment évidemment dans l'éducation nationale d'abord, et puis dans toutes les structures périscolaires, notamment les clubs de sport, les structures qui ont pris sur la jeunesse sans être des écoles, parce que les écoles, c'est encadré, ça correspond à quelque chose de précis, c'est inspecté par l'éducation nationale, etc. Ok, merci Anne Coffinier. On renvoie à votre communiqué, j'imagine qu'il doit être visible sur le site de la Fondation pour l'école, et on a bien compris votre point de vue. Les terroristes n'étaient pas dans les écoles Montessori, qui sont notamment des écoles hors contrat. Merci beaucoup Anne Coffinier. Et effectivement, le droitiste... Elles n'existaient pas, donc il y avait peu de probabilité. Montessori, elles existent depuis quand même un certain nombre d'années, et la Fondation pour l'école existe depuis un certain nombre d'années. Si on peut rajouter un tout petit mot, il me semble quand même que le ministre, hier soir, a dit quelque chose de très important, c'est qu'une proposition de loi est approuvée par le gouvernement. Ça signifie donc que le gouvernement n'a pas osé présenter le texte comme un projet de loi, mais souhaite que la proposition soit votée. Honnêtement, le fait de vouloir basculer d'un système de déclaration d'école à un système d'autorisation,
c'est pas tout à fait un régime de liberté. Et il me semble aussi, là pour le coup je converge vraiment avec Anne Coffinier, que c'est les dérives et l'embrigadement qui doivent être contrôlés et empêchés, et pas la liberté de l'instruction qui pourrait permettre et qui pourrait donner des idées justement aux ministres pour réformer et non pas pour simplement essayer de maintenir le système tel qu'il fonctionne. Il existe une loi sur la laïcité, on est revenu dessus 100 fois, est-elle celle de 1905, est-elle dans l'esprit ou dans la lettre? Il y a une loi sur la laïcité qui a tout prévu, il suffit de l'appliquer juste dans son esprit et dans sa lettre pour résoudre la plupart des problèmes. Le problème, c'est que nous sommes aujourd'hui, et là il y aurait une contradiction entre la lecture de la laïcité par le président de la République et celle de Jean-Michel Blanquer. Bon, celle de Blanquer est la bonne. La laïcité, ça consiste à faire en sorte que dans le cadre de l'institution publique qu'est l'école, il n'y a aucune forme de confessionnalisme qui rentre, ni d'idéologie. Voilà. Karl ? Je suis entièrement d'accord avec Légas. Appliquons déjà la loi. Est-ce que cette question, justement, sur les. Voilà, à ce moment-là, est-ce que cette séquence, d'ailleurs, ou est-ce que ces questions ont pris sur les réseaux ou pas? Cette question, elle a été commentée, mais pas plus que les autres, et les Français sont plutôt d'accord avec ce propos, en disant Alors, à chaque fois que c'est juste. Je voudrais juste d'ailleurs qu'on regarde un autre chiffre pour relativiser d'ailleurs sur la prestation de Jean-Michel Blanquer. J'ai une réserve à vous faire, une petite réserve. Alors, juste, faites-moi votre réserve et après on termine sur Blanquer et sur sa prestation. Malgré toute l'admiration que je lui porte, parce que vraiment je suis admiratif d'avoir un discours, j'ai été très admiratif de Le Foll sur l'agriculture dans le précédent quinquennat. Il y a toujours un ministre aujourd'hui qui se distingue. Vous avez rétabli Stéphane Le Foll ici à ce plateau. Oui, mais oui, et Blanquer c'est le Foll, c'est un peu le Foll de ce quinquennat entre autres. Voilà. Non, il n'est pas candidat à la tête du PS. Il est sur. Attention, c'est un libéral. C'est un libéral, ici dans une station libérale, donc, et je suis d'une certaine façon libéral aussi. Attention, son projet d'annualisation des cours des enseignants visant à instaurer l'autonomie des établissements peut faire en sorte qu'il y ait des disparités. L'école, on le soulevait, l'école, il y a le bac à deux vitesses. Il y a l'égalité républicaine porte sur l'école. Un territoire, un établissement n'a pas à être différent d'un autre niveau éducatif. C'est un vœu pieux. Dans la santé publique, il y a des hôpitaux qui sont meilleurs que d'autres, il y a des facultés qui sont meilleures que d'autres. Le drame, c'est que, attention, est-ce qu'on ne va pas vers une libéralisation à outrance de l'école qui pourrait perdre à ce moment-là un petit peu son critère républicain. On n'en est pas là, mais voilà. Et d'un autre côté, on veut soumettre les écoles hors contrat à une autorisation préalable, ce qui n'est pas très libéral comme principe. Il y a un contraste. C'est d'ailleurs le seul mot un peu négatif qui était associé, c'est le mot élitiste. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une petite crainte et une petite musique qui monte sur... voilà, il y aura peut-être quand même un risque de poids de mesure. On se doute que le président de la République ne lui a pas laissé autant de marge sans qu'il y ait, dans les aspirations libérales d'Emmanuel Macron, la volonté également de les ajouter à la réforme scolaire. Voilà. On adulte personne dans un gouvernement, ce que nous dit Flo Dupont, fidèle également internaute qu'on salue. Nous ne sommes pas dans un concert ni un spectacle, nous voulons de la part de nos dirigeants de vraies compétences et une façon de vivre modérée, sans avantage mirobolant, comme c'est le cas depuis tant d'années, ce qui m'offre une transition toute trouvée, avant de vous dire que 52% nous disent qu'il ne faut pas aduler Jean-Michel Blanquer et 48% nous disent oui à la question qu'on posait sur Twitter. J'ajoute enfin que la prestation de Jean-Michel Blanquer a réuni 1,5 million de téléspectateurs. C'est à peine plus que Laurent Wauquiez. Donc ce qui n'est pas un très bon score. Hein, et d'ailleurs, c'est arrivé. Je pense que ce sont les médias qui sont désavoués, pas forcément le discours politique. Voilà. Peut-être que nous avons, nous les médias, plus la sensation d'informer le citoyen dans ce qu'il attend. Mais alors, on va récupérer le terrain grâce à Point de Vue. C'était fait sur l'émission on part à la reconquête de l'opinion publique. Alors, on vous pose une autre question justement sur Point de Vue. D'ailleurs, attendez, il y a une info qui vient de tomber, c'est que la plainte pour viol à l'encontre de Gérald Darmanin a été classée sans suite. Peut-être une réaction par rapport à ça? Il a une deuxième plainte. La deuxième, elle est en cours. Pour autre chose. Pour abus de faiblesse. Pour abus de faiblesse. Là, honnêtement, il y avait quand même assez peu de suspense dans la mesure où il y avait déjà eu, la personne avait déjà déposé plainte et il y avait déjà eu un premier classement sans suite qui n'avait pas tellement eu d'éléments nouveaux. C'est Mme Caroline Dehaze qui avait persuadé la personne qu'il fallait revenir à la charge. Donc voilà. Non, sur le cas Darmanin, c'est un vrai problème puisque alors il y a eu le cas, ça fait 3 semaines qu'on dit si Bayrou et Goulard et on se démissionné alors qu'il n'y avait rien. Non, il faut que ce soit avéré. Parce qu'il suffit maintenant qu'on aille dans un commissariat pour dire qu'on a été tripoté par un ministre pour jeter le discrédit. Il faut que les choses soient avérées, sans même aller jusqu'à la justice, il y a mise en examen ou pas. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, si c'est pas vrai, ça tombe.
Si c'est vrai, ensuite il y a autre chose. Voilà. D'un mot, ça prend sur les réseaux là, Darmanin, c'était un sujet dont on a beaucoup parlé. Le problème, cette plainte-là, ça va étonner personne, comme vous le disiez, c'était attendu. Après, il y a un petit sujet qui est un peu polémique, mais la nature de la plaignante fait qu'il y a plein de gens qui ont considéré qu'elle n'avait pas à se plaindre, puisque c'était une call girl. Et après, voilà, il y a des longs débats pour dire et en quoi elle a le droit, elle aussi, parce qu'elle est call girl, c'est un objet. Oh. Allons débat. Voilà. Ça s'appelle les risques du métier. En tous les cas, la question est posée et vous avez vous pouvez donner vos réactions, vos commentaires sur Point de Vue. Pour l'instant, on se pose une autre question, c'est faut-il réformer le statut des cheminots ? 127 pages, 43 recommandations et une grève qui s'annonce dès jeudi prochain. Le tabou est tombé, on recommande la fin du statut des cheminots. Non, ce n'est ni Alain Juppé, ni Alain Madelin, ni même un suppôt du néolibéralisme version Thatcher, Reagan ou Hayek, mais un bon patron de gauche, Jean-Cyril Spinetta, qui l'a proposé. Est-ce que c'est une mesure courageuse ou bien est-ce que c'est une menace épouvantable contre le service public ? Il m'a gâché mon Blanquer. J'étais content avec Blanquer, et voilà. Hein. Et là, je vois cet énarque, effectivement, socialiste, qui pour moi incarne, je vais être violent, l'horreur de la République, ces énarques qui vont du privé au public, qui viennent. Le mec, il fait partie de ce système qui a détruit la République. C'est un fossoyeur de la France, M. Spinetta. Mais je respecte sa vision, c'est la vision qu'il a de la France. C'est exactement le rapport. C'est quelqu'un qui dirait, alors il faut fumer des cigarettes, 5-6 paquets parce que ça soutient l'industrie de la tabac, ça crée des emplois. Et la même personne vous dit 5 ans après, on va prendre un bon protocole parce que vous avez une tumeur comme ça, je vais vous faire un protocole, ça va être très douloureux. Et on dit, ce mec, il a quand même du cran, il a diagnostiqué un bon protocole pour le cancer qu'il a lui-même provoqué. Si la SNCF est dans cet état, c'est parce que des responsables comme Spinetta ont fait en sorte que la France... C'est patron de la SNCF. Mais oui, non, mais c'est pas ça, ce sont ces énarques. Non, je parle de la caste, cette caste d'énarques qui ont fait des faits. La SNCF, c'est fait pour transporter les citoyens. Et là, le monsieur nous explique que parce que la SNCF doit gagner de l'argent, parce que c'est une boîte privée qui doit faire du fric, c'est ça que ça veut dire, eh ben, il n'y aura plus d'arrêt TGV à Vendôme et plus d'arrêt TGV à Montélimar. Les Vendômois et les gens de Montélimar, non, mais Perico, c'est notre sujet. C'est plus la SNCF. Là, je parle des 92% des 150 000 salariés de la SNCF qui sont des cheminots, qui ont un statut particulier, qui partent plutôt à la retraite et qui ont une retraite plus confortable et une sécu qui est plus confortable que le reste des citoyens. De dire je vais débaptiser, c'est plus une société nationale des chemins de fer français, c'est une boîte privée qui fera du fric avec le rail. C'est tout. Puis à ce moment-là, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a plus de cheminots, il n'y a plus de secondaire. Le train, c'est important aujourd'hui. L'avion pollue, la voiture pollue. Le train, c'est important. On est en train de tuer le train de France, c'est tout. Véronique, ça a mal se passer, je peux vous dire. Est-ce que vous avez retrouvé la voie ? Je veux bien un verre d'eau, mais sinon... On va vous trouver ça normalement. Est-ce que la proposition de Spinetta, on imagine commentée, mais est-ce qu'elle est plutôt approuvée ou désapprouvée sur Twitter ? D'ailleurs, c'est la question du Figaro.fr, vous pouvez continuer à y répondre. Elle est plutôt approuvée, mais en fait, on s'aperçoit que les Français ont un rapport ambivalent. Et les cheminots, pardon. Ah oui. Ils font vraiment un verre d'eau. On va le statut des cheminots, ça énerve comme tout privilège. Je pense que, mais la décomposition du réseau ferré, ça pose un Guillaume. Oui, il me semble que toute la difficulté du sujet, c'est qu'on a l'impression que les cheminots, en particulier quand ils se mettent en grève, et prennent en otage, je dirais, les clients, les usagers, eh bien, veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est vrai que, incontestablement, vous avez raison, le rail, c'est l'aménagement du territoire. C'est le désenclavement, je dirais, d'un certain nombre de régions. C'est évidemment ce qui favorise, je dirais, un transport, en règle générale, peu cher, ou disons accessible, je dirais, aux différentes familles et aux différentes classes sociales. Le problème, c'est évidemment lorsqu'on s'aperçoit que ont le statut de cheminot des gens qui ne sont pas des roulants, qu'ils peuvent partir effectivement à 57 ans ou 58 ans à la retraite, avec un statut spécial, avec un régime spécial de retraite qui, pourquoi pas, pourrait être parfaitement légitime s'il était autofinancé. Alors on s'aperçoit que le régime spécial de retraite des cheminots est en fait renfloué par le régime général. Et donc c'est vrai que là, il y a une vraie ambiguïté. Honnêtement, en tout cas, c'est ce qui est ressenti chez les internautes là, qui s'expriment. Trop d'avantages sont donnés à cette profession. Bien évidemment, dit le droitiste, c'est ce que disait Mickaël, bien évidemment, il faut changer de statut. Il date d'un temps où pour embaucher les entreprises publiques promettait des tas d'avantages. Le statut
précision, le statut des cheminots date de 1909. Le métier de cheminot est difficile, dit Théodore. Maintenant, est-il normal que tous les agents SNCF bénéficient encore de ce statut ? Ben voilà, c'est une des distorsions qui apparaît effectivement compliquée à gérer, étant donné qu'il y a à la fois, d'une part, l'enjeu du rail, l'enjeu social et territorial du rail, et de l'autre côté, ceux qui peuvent prendre en otage, parce que pour l'instant, ils ont quand même un monopole. Guillaume, sur la question des cheminots, Véronique a retrouvé de l'eau et la voix. De l'eau et la voix. En fait, ils sont très ambivalents, les Français, en tout cas ceux qui s'expriment, sachant que ce qui nous intéresse quand on regarde les réseaux sociaux, c'est la masse, parce que c'est sûr, si vous prenez... Voilà. Donc, ils sont la masse, globalement. Là où ils sont ambivalents, c'est quand un cheminot représente le service public, peu importe finalement dans les expressions qu'il soit à tel ou tel poste, ils sont d'accord pour qu'ils aient un statut à part, parce que le service public doit avoir un statut à part. Par contre, quand on parle des avantages spécifiques, ils se comparent à eux-mêmes, et là, ils trouvent que ça n'est pas normal. Donc, en fait, ils ont une certaine ambivalence par rapport à cette position-là. Le seul point sur lequel ils étaient tous d'accord par rapport au rapport, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qu'on a commencé à évoquer, c'est le fait que, justement, le service public ne sera plus tout à fait le même, qu'il va y avoir des petites lignes qui ne seront plus desservies. Et donc, du coup, en fait, ce propos-là, il sert le statut des cheminots, paradoxalement, parce que du coup, les uns et les autres disent « Ah ben oui, mais alors, donc, si c'est le prix à payer pour... » Enfin, voilà, bref, c'est un ensemble. Karl, juste avant d'aborder justement la question des petites lignes qui vont être supprimées, le gouvernement, comme disent les jeunes, il a un peu la confiance sur ce coup-là, de s'attaquer au statut des cheminots, s'il le fait. Il le fera. Mais non, mais voilà, c'est toute la question. A priori, il a dit qu'il le ferait. On rappelle aux plus jeunes, d'ailleurs, que c'est ce qui avait mis dans la rue un certain nombre de Français et qui avait fait reculer à la Juppé et qui nous avait empêché de prendre les transports pendant plusieurs semaines à Paris. Et provoqué un basculement de majorité en 90. Avec une différence, c'est que dans la campagne de Chirac de 1995, ce sujet n'avait pas été abordé. Que dans le discours d'Alain Juppé, ce sujet des régimes spéciaux est arrivé au dernier moment, rajouté en disant on peut en profiter. Au départ, il n'en voulait pas. Il a dit que là, il a annoncé la couleur. La couleur a été annoncée pendant la campagne présidentielle. La couleur a été renforcée après par Emmanuel Macron dans plusieurs interviews où il l'a dit. Renforcée également par le Premier ministre. Le rapport Spinetta est là justement pour aller le plus loin possible, peut-être justement pour permettre au gouvernement de ne pas tout prendre. On va voir. Ils prennent effectivement un gros risque, parce que comme vous l'avez répété, une fois que les cheminots sont dans la rue, ça va être compliqué puisque tout sera bloqué. Et Nadine nous dit non au changement de statut des cheminots, ce gouvernement est en train de casser tous les services publics, qu'il modernise et c'est tout. Alors là-dessus, je voudrais rebondir. Je pense que vous n'avez pas dû prendre le TGV depuis très longtemps, parce que le problème du service public, moi je veux bien, mais quand vous prenez un billet de TGV pour faire Paris-Bordeaux et que ça vous coûte pour une famille plus de 500 €, il y a un moment, il y a un problème. C'est mon cas. Ben voilà. Ben oui, mais donc il y a un problème. Là, on n'est plus du tout dans le service public. On est dans l'entreprise commerciale qui cherche à faire des profits. On précise quand même que c'est la dernière entreprise qui fait des réductions pour les familles nombreuses. Oui, conséquente d'ailleurs, assez intéressante, sauf qu'il faut que je puisse terminer mon voyage. Donc je veux bien être transporté à grande vitesse dans des conditions tout à fait honorables quand le train est à l'heure, parce que ça c'est un autre problème. J'aimerais bien pouvoir finir mon voyage parce que j'ai besoin de 3 fois dans ma On peut aller à Bordeaux, mais on ne peut pas aller à Saint-Émilion parce qu'il y a vous vous rendez compte, la ligne ne plus aller à Saint-Émilion. Non, mais là, on comprend du coup. Je comprends. On salue d'ailleurs les internautes de Bordeaux et de Saint-Émilion, on les embrasse. J'ai déjà été contrarié comme ça. Et même de Bourgogne et de tous les vignobles de France, on n'a pas de préférence, on les aime tous. Après, il y a un sujet, mais on évoquait rapidement. Moi, c'est les Chinois, vous voyez que je ne peux pas prendre. C'est les cheminots eux-mêmes. On n'en a pas parlé, mais les cheminots eux-mêmes, ils s'expriment. Ce qui est très étonnant, c'est que sur les forums, ils ne sont pas très énervés. Et du coup, on en parlait, même la date de la grève qu'ils annoncent, c'est bizarre, c'est comme s'il avait... normalement, il faudrait la faire si vraiment... Ouais. Et elle est annoncée le 22 mars. La grande manifestation, c'est le 22 mars. Alors, c'est bizarre. En tout cas, il y a une grève le 22 mars. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une date très comme si, il va falloir faire grève, mais... Alors, parce qu'en réalité, ils ont compris que ça ne les touchait pas eux, puisque dans le projet, c'est sur les embauches à venir que le statut sera... D'accord, donc ceux gardent leur avantage acquis. Juste, Karl, c'était justement, il y a une polémique qui monte, et elle est autour justement de cette suppression des lignes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a déjà commencé, en réalité, c'est ce que confient un certain nombre de gens qui travaillent à la SNCF, et qu'elle est passée complètement inaperçue. Là, elle ne peut plus ne passer inaperçue. On écoute notamment Jean-Cyril Spinetta qui défend cette mesure, et bien sûr la réaction également ensuite du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Les systèmes de transport express régionaux, coût 4 milliards d'euros par an, recettes commerciales 1 milliard, subventions 3 milliards. On n'est pas dans un domaine classique, on est hors marché. On est dans le service public. En revanche, on doit s'interroger sur ce qu'est le transport ferroviaire. C'est un transport de masse.
c'est un transport de masse. Et lorsqu'il y a des très petits flux de trafic, il n'a aucune justification ni économique ni sociale. Et le service public de la mobilité des personnes peut être assuré et partout assuré par d'autres moyens que le système ferroviaire. On ne peut pas reculer, Jean-Pierre Elkabbach. Cette magnifique entreprise, c'est 3 milliards de pertes chaque année. Tous les usagers voient bien que le service s'est dégradé. Ça ne peut pas continuer comme ça. On va droit dans le mur. Eh bien, Philippe Martinez, ça ne suffit pas à le convaincre. En tous les cas, il a trouvé une nouvelle posture. Le patron de la CGT prend la défense de la France périphérique et de ses fameuses petites lignes. C'est un outil pour l'égalité entre les territoires. Et évidemment, parce que ça pénalise des familles, je l'ai dit, ça oblige à prendre la voiture ou évidemment à prendre les cars du président de la République, les célèbres cars Macron. Ça pèse sur l'environnement. Donc oui, ça déséquilibre. On continue à favoriser la concentration autour des grandes métropoles. C'est le principe d'ailleurs des TGV où on met beaucoup d'argent et puis ça contribue à la désertification de zones rurales et de certains départements. On croirait entendre Philippe de Villiers parfois, quand on entend Philippe Martinez. Ah, donc ce sont des républicains. S'il y a une concertation entre Martinez et de Villiers, ça veut dire qu'il y a un enjeu national. Non, la SNCF est une entreprise florissante, emblématique de cette grande nation qui avait beaucoup de choses formidables, dont son réseau ferré. Elle a engendré de formidables bénéfices. C'est le gouvernement qui a, et Pépi s'en est assez plein, le gouvernement a ponctionné la bonne gestion de la SNCF depuis 50 ans. Si elle avait gardé son argent, eh bien, on est dans la solidarité nationale. Les lignes et les départements les plus riches, et les Français les plus riches, payent pour les lignes, les départements et les lignes déficitaires. Donc oui, il faut continuer à irriguer avec ce petit réseau. C'était Charles Fitterman qui avait rétabli, au moment où on arrivait de la gauche, ministre communiste, on avait rétabli des lignes. Elles sont déficitaires, c'est pas grave, celles qui sont bénéficiaires payent. Mais oui, mais c'est ça, ça s'appelle un service public, c'est le train, c'est pour les citoyens. On peut continuer ça ou pas? Mais on doit continuer, c'est un devoir de la République, au détriment d'autres choses. Il y a des dépenses de l'État qui sont absurdes, scandaleuses, ignobles, qu'il faut arrêter pour sauver le petit train. C'est l'avis du Vendéen, Guillaume Bernard. Là, pour le coup, oui, je suis parfaitement d'accord. C'est-à-dire, je pense, encore une fois, que c'est la question du bien commun. La question du statut des cheminots, c'est-à-dire des personnes qui sont salariés de l'entreprise, c'est une chose. La question du réseau ferré, c'est une autre. Et pour ce qui est du réseau ferré, je pense que c'est un enjeu, effectivement, national et d'aménagement du territoire est très important. Mais c'est une erreur stratégique de la direction de la SNCF d'avoir tout misé et du gouvernement tout misé sur le tout TGV. On reviendra. On l'a laissé tout miser. On reviendra sur ces questions-là. Le ministère de tutelle qui aurait dû dire au PDG de la SNCF, on ne va pas comme ça. On reviendra sur ces questions-là. Était un élu local qui avait envie de son TGV. Pardon, nous sommes d'accord. Non, mais tous. Le président de la République d'avant était un élu local qui a favorisé ça. Alors, ce qui n'est pas le cas du président de la République actuel. Le Figaro, vous confirmez que l'ensemble du personnel SNCF bénéficie du statut du cheminot? Point d'interrogation, nous demande Théodore. Non, on l'a dit tout à l'heure, seuls 90%, voire 92%, c'était un chiffre de nos confrères de Libération. Vous voyez comme quoi on a l'esprit ouvert. Est-ce que Donald Trump se moque du monde? C'est la question qu'on se pose. Après le drame qui s'est produit en Floride, 17 morts mercredi dans un lycée, l'auteur Nicolas Cruz avait un goût immodéré pour les armes et une passion selon ses camarades. Alors les anti-armes y voient une nécessité bien sûr de légiférer sur les armes, c'est notamment le cas de Barack Obama qui dit que nous ne devons pas rester passifs. Donald Trump, lui, a une autre analyse. On l'écoute. Yesterday, a school filled with innocent children and caring teachers became the scene of terrible violence, hatred, and evil. Answer hate with love, answer cruelty with kindness. We are committed to working with state and local leaders to help secure our schools and tackle the difficult issue of mental health. Sandra nous dit le lobby des armes. Non, ce plateau est quand même, en cette fin de semaine, extrêmement dissipé. Et excusez-nous. Le sujet est sérieux, justement. Le lobby des armes à feu pèse des millions aux USA. C'est ce que nous dit Sandra. Ils ont soutenu sa candidature. Il ne mordra pas, parlant de Donald Trump, la main qu'il a placée à la Maison-Blanche. Est-ce que c'est votre avis? Oui. Oui, bah, il est sur le lobby. C'est pas une découverte. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il faut peut-être soigner les fous. C'est pas fou. Voilà. On est tous d'accord qu'il faut soigner les fous, les dangereux. Voilà. Il est dans sa logique du lobbyisme américain. Ce qui me choque le plus, c'est la déclaration de M. Obama. Mais que n'a-t-il fait pendant les 8 ans de présidence? Il aurait dû mettre d'ailleurs l'enjeu présidentiel là-dessus, en disant, il l'avait dit dans sa campagne. C'était un de ses échecs. Bien sûr.
Ouais, il y avait juste après sa déclaration, alors le premier tout ça, il a présenté le président Trump ses condoléances sur Twitter pour changer. Et il y a une jeune fille qui faisait partie, qui était dans le lycée, qui lui a répondu sur Twitter. Et son message, il a été repris 155 000 fois en 1 heure. Il a été liké 370 000 fois. Et son message, il dit, je vous le traduis, mais c'est « Je ne veux pas de vos condoléances, espèce de grosse merde ». Je suis désolée, c'est ce qu'il a écrit. En parlant à Trump. Mes amis, mes professeurs ont été abattus. Plusieurs de mes camarades de classe sont morts. Faites quelque chose au lieu d'envoyer des prières. Les prières ne servent à rien. Mais le contrôle des armes empêchera que cela se reproduise. Et en fait, c'était beaucoup repris parce que, comme personne ne l'a dit, c'est quand même une adolescente de 15 ans. Et son message a été repris. Et c'est l'émotion qui a été reprise ou bien le débat est lancé à la faveur de ça? Parce que le débat reste le même. C'est-à-dire que les pro-armes disent notamment on ne réglera pas la question des tueries de mars en légiférant sur les Non, mais c'est toujours le même discours des lobbies et des enfin, voilà, ça ne change pas. Ce qui change, c'est qu'on voit que la jeune génération, cette jeune fille de 15 ans, alors elle est encore plus dans l'émotion, elle a vécu l'événement, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la jeune génération est en train de se dire ça ne va pas du tout, il faut réglementer. Donc ça, c'est peut-être là où il y a un espoir pour qu'ils arrivent à changer. La vérité, c'est qu'il y a tellement de millions d'armes qui sont déjà... Mais imaginez que demain, on suspende complètement le commerce des armes aux États-Unis. Il y a des millions d'armes qui circulent, qui sont à disposition, ça n'empêchera pas... Matera nous dit, et je vous donne la parole Guillaume, les armes ne sont pas le problème. Les armes ne sont pas le problème c'est les gens qui s'en servent. Avant de posséder une arme, il faudrait devoir passer des tests psychologiques, c'est ce que dit également le président Trump, et être éduqué aux dangers que peuvent être les armes à feu. Ce sont des moulins, les campus américains, nous dit Flo. Comment ce type a-t-il pu entrer et actionner l'alarme incendie? Il n'y a pas assez de filtres à l'entrée de ces établissements, c'est inadmissible. Et c'est exactement également ce qu'a dit Trump. Guillaume. Moi, il me semble qu'il y a un enjeu juridique. Alors, je serai peut-être moins sur l'émotionnel, mais je voudrais quand même rappeler que c'est le 2e amendement à la Constitution américaine. Vous savez que les 10 premiers amendements ont été votés en 1791. Le premier amendement, extrêmement connu, c'est la liberté d'expression. Le 2e amendement, c'est le droit de posséder et de porter des armes. Alors, qu'il puisse y avoir une législation qui surveille la vente des armes, sans doute, mais on ne reviendra jamais aux États-Unis, jamais, qu'il y ait un lobby ou qu'il n'y ait pas de lobby, on ne reviendra jamais aux États-Unis sur le droit de posséder Guillaume, et de porter les armes. Le lobby anti-armes est maintenant plus puissant que... Il y a une logique. Pourtant, le lobby anti-armes maintenant aux États-Unis est dit plus puissant que la NRA. Mais peut-être, mais il faudra qu'il y ait une révision de la Constitution et qu'il y ait un amendement qui soit voté, c'est-à-dire qu'il y ait une unanimité des 50 États. Moi, je veux bien, hein, c'est possible. Tout est possible en politique. Hein. Mais ça comme la corrida en Espagne, les anti-corridas montent, mais avant que ça soit... Il y a une logique, je voudrais juste, parce que derrière ce texte, il y a une logique intellectuelle qu'il faut avoir en tête. C'est le contrat social lockeien, en 2 mots. C'est l'idée qu'une société, elle est faite parce qu'on a créé un ordre social, parce qu'on a abandonné une partie de ses droits pour qu'il y ait une puissance publique, cette puissance publique étant là pour exercer ses droits à la place des personnes et pour surveiller la manière dont on exerce les droits que l'on n'a pas abandonnés. Autrement dit, ça veut dire que si la police n'est pas là pour vous défendre, vous avez ipso facto et immédiatement le droit, vous retrouvez le droit que vous avez abandonné à l'État de vous défendre, vous retrouvez ipso facto le droit que vous lui avez confié et qu'il n'exerce pas à votre place. Par conséquent, on ne reviendra jamais sur le droit de posséder des armes. En revanche, effectivement, la réglementation pour savoir qui est capable d'en posséder, parce que, voilà, bien entendu, il pourra peut-être y en avoir. Je veux juste faire une terrible observation. Il n'y a pas pays où la réglementation soit plus drastique sur la vente des armes et l'usage des armes que la France, que l'Europe occidentale. Ça n'a pas empêché le 7 janvier 2015 et ça n'a pas empêché le 13 novembre 2015 de se faire mitrailler en France par des gens qui disposaient d'armes de guerre et qui les ont eues de façon assez facile. On sait aujourd'hui qu'en Belgique, Et il y a une différence, après, une différence culturelle sur l'emploi des armes entre la France et les États-Unis. Non, mais le marché de l'arme aujourd'hui dans le monde, alors je ne sais pas si c'est un effet du libéralisme, voilà, il y a des armes qui circulent partout, il n'y a rien de plus facile aujourd'hui que d'acheter une Kalachnikov. Voilà. On se demande parfois si Donald Trump est conscient de ses surprenants propos, c'est l'avis du droitiste. Allez, on vous demande à votre avis sur un dernier point. Faut-il classer les cafés au patrimoine, les cafés français, au patrimoine mondial? Il y avait 600 000 bistrots en 1960 en France. Il y en a 34 000 en 2016, près de 20 fois moins.
Dans Figaro Vox, le patron de France Boisson aujourd'hui tire la sonnette d'alarme. Ce sont 7000 cafés qui ferment chaque année. Est-ce que ça inquiète ce genre de choses sur les réseaux ou pas du tout ? Pas du tout, ça ne prend pas. Mais justement, on va lancer le débat et vous donner vos réactions. Est-ce que, moi j'ai envie de vous dire, est-ce que ce n'est pas la loi du marché, Karl ? 7 000. Bah oui, complètement. Je suis sous le contrôle de Perico Légas. Je pense que ça va changer, que ça soit inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Est-ce que les gens iront plus dans les cafés ? Non, c'est une tendance lourde, vous avez expliqué, depuis les années 60, où les gens vont moins dans les cafés. Après, il y a dans les cafés qui résistent. Au contraire, s'ils ont rénové, s'ils ont peut-être avec des produits différents, ou en tout cas des produits qui plaisent aux jeunes, là, ils peuvent attirer du monde. C'est le problème du... C'est votre moment. Mais non, oui, c'est pas ça, c'est que ça dépasse de tellement le café. C'est l'émission Chef-d'œuvre en péril. Quand on classe à l'UNESCO, ça veut quand même dire que c'est un monument historique en voie de perdition. Ce qu'il faut classer, et là je suis d'accord, c'est le commerce de proximité à la française, mais pas que le café. Ils faisaient allusion à quoi au café ? Le petit zinc où il y avait le petit noir, et puis on est là avec la casquette agitée. Vous voyez, voilà, c'est les films de Marcel Carné. Cette sociologie-là, elle est morte. Aujourd'hui, les cafés, quand on va dans Paris, le zinc de quartier qu'on a connu tous les uns et les autres, il a été tué par les Auvergnats, vous vous souvenez ? Voilà, qui nous mettaient des... Ben non, alors il y avait qu'une couche de beurre, on retirait la deuxième couche au lait, et le jambon n'avait qu'une face parce qu'il était tranché au laser auvergnat. Donc, alors les Auvergnats ont été déboutés parce qu'ils satisfaisaient plus la population. Aujourd'hui, c'est souvent des gens d'origine asiatique qui font ça très bien. Le café français de quartier, il a totalement disparu. Aujourd'hui, il y a plein de firmes. Voilà. Par contre, à cause des modes de vie. Les modes de vie. Alors qu'on classe le commerce de proximité, l'artisanat français tel qu'il est aujourd'hui, fondamental, et avec les études alimentaires que l'on a, qui va certainement revenir au goût du jour, parce qu'on va peut-être changer notre façon de consommer et de nous alimenter, que l'artisan charcutier, le boucher... Je cite un chiffre. En 1970, à Paris, il y avait 485 poissonneries. 485 poissonneries. Combien en reste-t-il aujourd'hui ? Je vous le dis en 30 secondes, 36. Non. Voilà. Donc, 36 poissonneries de quartier. Donc, moi, je veux qu'on classe le poisson. Voilà, parce que c'est nécessaire. Un poissonnier qui vend du poisson, le boucher qui vend la viande française qui vient de la prairie, le fromager, le commerce proximité. Oui, je suis d'accord. Jean-Baptiste Perico nous dit la disparition du café français n'a rien à voir avec l'inscription à l'UNESCO. Elle a à voir avec un effet pervers de l'installation de sociétés qui ne payent pas leurs impôts en France, comme concurrents directs de ces commerces de proximité qui disparaissent forcément. Alors, le classement à l'UNESCO, ça commence à devenir comme le hashtag balance ton machin, classe-moi à l'UNESCO. Non. On classe à l'UNESCO le Taj Mahal, on peut classer à l'UNESCO le repas gastronomique des Français. Moi, je veux bien qu'on classe le camembert au lait cru à l'UNESCO. Il a vraiment besoin de protection. Voilà. Alors, le café, il sera jamais... une protection AOC, quand même. Oui, mais elle ne suffit plus. Donc, on va le classer à l'UNESCO. Là, on pourra dire on n'y touche plus parce que c'est un patrimoine mondial. Le camembert appartient à l'humanité. Il n'appartient plus au peuple français. 69% quand même des twittos nous disent qu'ils veulent classer les cafés français à l'UNESCO. Une dernière question. Mais ils n'y vont pas. Non, mais alors, parce que pour moi, c'est ça le fond du problème. C'est que le temps de transport entre le domicile et le travail fait que, mine de rien, le lieu de convivialité qui était le café avant d'aller au travail ou en revenant du travail n'existe plus. Et en fait, les chaînes qui ont remplacé les cafés français, et en fait, ce sont des lieux de passage, des lieux de transhumance et plus du tout des lieux de convivialité comme c'est l'était auparavant. Mais c'est le mode de vie français qui fout le camp, et c'est ça le problème. Juste un mot, la vérité, il s'appelle café. Ça fait longtemps que le café était plus très bon. Alors quand il y aura du vrai bon café dans les bistrots, très cher. Pourquoi on n'a pas du vrai bon café dans les cafés ? Parce que ça s'est industrialisé, parce qu'on a fait des cafés bas de gamme vendus, voilà. Alors que voilà le petit noir. Alors quand vous allez en Italie, c'est le moindre petit café du petit village est formidable. Quand je vais dans le sud de la France, chez mes beaux-parents par exemple, dans la France périphérique, eh bien à Manosque, prends le TGV jusqu'à Aix-TGV, on se retrouve en plein milieu de trucs. Mais en plein milieu, on n'est pas dans la France périphérique. La France d'entre les périphériques, à côté de Vitrolles. Vous connaissez Karl Neuss. Et on trouve un café avec des torréfacteurs, 2 torréfacteurs. Parce que les Méridionaux, les gens du sud, des Provençaux, ont gardé un certain art de vivre. Voilà, où on prend le temps de vivre et d'aller au café pour discuter. Il y a un peu de sociologie. Je vous les recommande. Il y a des rapports sociaux. Alors que dans les villes, plus les grandes agglomérations du Nord, plus mercantilisées, eh ben cette pratique s'est perdue. Une dernière question, Perigo. Le Figaro Santé publié ce matin une étude sur les plats industriels qui augmenterait le risque du cancer. Alors écoutez, je ne vais pas avoir le triomphe triomphant
nous sommes un certain nombre à annoncer qu'un jour il y aurait une catastrophe, à savoir qu'à force de baisser les prix, on baisse la qualité, à force de baisser la qualité, on baisse la sécurité, la malbouffe tue, et aujourd'hui la malbouffe est dans l'alimentation nationale, donc c'est QFD. Mais c'est très bien, c'est grâce à ce genre d'études qu'on va pouvoir... Ça tombe bien les états généraux de l'alimentation, vous voyez. Oh, qu'est-ce qu'elle tombe bien cette étude, ils n'auront pas servi à rien, à condition que le gouvernement ait la volonté politique de remettre les grands distributeurs, les industriels, les agriculteurs, et surtout, j'interpelle et je m'adresse à la caméra, le consommateur. Vous n'êtes pas que des assistés, prenez votre destin alimentaire en main et ne vous laissez pas refourguer n'importe quoi dans l'assiette. Bon, vous reviendrez pour nous en parler. On rappelle d'ailleurs votre livre, À table citoyen pour échapper à la malbouffe et sauver nos paysans. Un autre livre à lire d'urgence. Vous allez tout de suite chez votre libraire, ou sinon vous y allez dès demain. La guerre à droite aura bien lieu. C'est le livre de Guillaume Bernard, Le mouvement d'Extrême-Droite. Si on avait voulu reprendre le titre de Ionesco, j'aurais mis La guerre de droite n'aura pas lieu. Voilà. Et bien sûr, vous restez avec nous. Vous restez avec nous parce qu'il y a un document, c'est notre hommage à Paul-Henri Dulimbert, le souvenir de son premier reportage, des propos qui sont recueillis par Sylvain Châtelain à lundi. Je me souviens bien parce que c'était mon premier reportage, j'avais commencé 6 mois plus tôt dans la profession. Ce qui est intéressant 30 ans plus tard, c'est de voir que c'est la première prise d'otage médiatique, parce qu'il n'y avait pas de chaîne d'info à l'époque, mais je me souviens que les principales chaînes, c'était TF1 n'était pas encore privatisé. C'était la première chaîne de télévision à diffuser, pas en continu, mais extrêmement régulièrement, parce que le tout a duré 36 heures. Et il y a un fait qui est assez étonnant, c'est que dès le début, ils demandent, enfin sous la menace d'une arme, ils demandent à une équipe de FR3 région, FR3 Nantes, de rester sur les lieux de la prise d'otage dans la cour d'assises pour filmer ce qu'il va dire pendant plusieurs heures aux jurés et au président de la cour d'assises. Mémorable aussi parce que c'est la première opération du RAID et qu'on a bien vu la façon de fonctionner du RAID, c'est-à-dire de la psychologie avant tout. Même, je me souviens quand il a tiré, il y avait bien sûr sur les toits de la place, il y avait des tireurs d'élite du RAID. Et je me souviens de m'être dit, mais il va se faire abattre tout de suite. Et en fait, non, les gens du RAID avaient un sang-froid extraordinaire. Ils ont dû voir qu'il tirait comme ça un peu jugé, mais qu'il n'avait pas d'intention forcément meurtrière à notre rencontre. On s'est couché et puis c'était fini. Et donc l'intervention du RAID a été assez impressionnante.